Donc, un peu en guise d'introduction, je pensais tout simplement vous dire, ouais, j'ai été diplômé des Beaux-Arts de Lyon en 2006. Et donc, ça fait un bail. Et ça peut donner un tout petit peu l'occasion de poser un contexte du début du travail. Je vais le poser sommairement et tel que je le percevais quand j'étais étudiant, comme vous. Et en fait, moi, quand j'étais aux Beaux-Arts de Lyon, il n'y avait quasiment pas de peinture. Donc aujourd'hui, ça a vraiment changé. Beaucoup de gens font de la peinture. Le médium est le lieu où il y a plein de trajectoires qui se font dedans. Mais ouais, quand j'étais aux Beaux-Arts de Lyon, avec Simon, en gros, on était presque, Simon Bergala, on était presque les deux seuls peintres de l'école. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était un peu le moment de, en tout cas j'ai l'impression, de pleine puissance de l'esthétique relationnelle et de tout. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est quand même connu. Et c'était toute une, comment dire, toute une scénarisation de la réception de l'œuvre. Il y avait toute une réflexion autour des industries culturelles et quelque part l'exposition comme une étape dans un scénario et dans une histoire en fait qui se racontait, je sais pas, de centre d'art en centre d'art. Il y a plein de critiques qui ont été faites de ça, etc. C'est pas là que je me situe. Mais de l'autre côté, moi j'ai fait courtement 2 années aux Beaux-Arts de Paris au début. J'ai fait des Beaux-Arts de Paris aux Beaux-Arts de Lyon. J'avais été en contact avec Dominique Figarella, qui est un peintre important, mais qui était lui dans une, je dirais, dans une histoire de la peinture, on pourrait dire après support surface, et donc dans une déconstruction du médium, et où il était beaucoup question de, comment je dirais, ouais, de la déconstruction de la peinture et une espèce de montage, de collage en fait dans le tableau de matériaux extra-pictural. Si c'était de la peinture, c'était plutôt de la peinture industrielle comme on a je sais pas, dans les magasins de bricolage, des mousses de protection, du bois, et un peu tous ces matériaux comme creusés d'une expérience sociale. Et en fait, la peinture composer, voilà, tous ces matériaux et toutes leurs histoires. Et donc du coup, il y avait d'un côté une scénarisation de l'exposition et de l'autre côté la déconstruction de la peinture. En tout cas, c'est ce que je percevais à l'époque. C'est évidemment, il n'y avait pas que ça, mais c'est ce que je voyais moi quand j'ai commencé. Et donc du coup, et ensuite j'ai fait un post-diplôme à Hambourg, et voilà. Et donc du coup, la première peinture que je vais vous présenter, qui date de 2008, elle est un peu en réception et un peu contre ça, en fait. C'est-à-dire que ce que je m'étais dit, c'est que si jamais il est question de la déconstruction de la peinture et aussi beaucoup de l'objet et de l'autre côté des histoires qu'il peut y avoir autour de la peinture, je me dis en fait, j'avais besoin d'essayer de trouver un territoire, un sujet pour mes tableaux, en fait, qui soit, comment dire, qui soit un lieu de fabrication, en fait, un lieu où on assemble des choses. Et, et donc, du coup, je me suis, enfin, en 5e année, à la fin de mes études, dit, bah, c'est peut-être l'usine qui peut être le lieu de ça, parce que c'est le lieu d'une histoire sociale, donc celle de la classe ouvrière, et c'est aussi un lieu de matériaux bruts, de bois, de métal, de tuyaux, de câbles, de choses comme ça. Donc c'était à la fois très, très excitant, l'idée de peindre ces lieux-là. En plus, on en a peu d'images. Et puis, par ailleurs, c'était le lieu d'une représentation possible, en tout cas. Et aussi, oui, j'en profite parce que je trouve ça intéressant. J'ai eu comme enseignant Yves Bellorger, qui est un peintre de grands ensembles et qui est quelqu'un qui peignait en fait la ville un peu comme une machine. Et donc
c'est un peu tous ces éléments-là qui se jouent dans ce premier tableau. Donc c'est un tableau fait d'après photo, il s'appelle Usine et graffiti. Donc c'est assez littéral, hein. Je suis pas très bon en titre. Donc voilà. Et en fait, et oui, j'avais aussi un lien familial avec l'industrie, parce que mon père travaillait dans l'industrie, en fait, simplement. Et donc, voilà. Et donc, du coup, je voulais m'intéresser à ce monde-là. Et j'avais visité une usine et j'avais fait des photographies. Et donc, du coup, j'avais fait plein de photographies, alors que c'était un lieu complexe, voilà. Et donc, du coup, j'avais toutes ces photographies et je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai commencé à faire des collages. Et parmi ces photographies, il y avait un truc que j'avais photographié juste pour m'amuser, qui était une planche couverte de graffiti. Et en fait, en la regardant, je me suis rendu compte que ces graffitis avaient été faits par plusieurs personnes. Et donc, du coup, voilà. Et j'ai fait un collage sur Photoshop, tout simplement. Et je me suis dit que j'allais prendre cet espace, représenter cet espace. D'un côté, un poste de travail qu'on voit avec des boisages de protection, là, juste là, et des traces. Elles sont importantes, les traces, parce que c'est aussi des traces d'usure et c'est aussi des traces de ce qui a été fabriqué dans cet espace. Donc comme si la peinture se faisait un peu documentaire, se faisait comme un document d'un lieu réel. Et de l'autre côté, cette planche qui n'était pas très grande, elle devait faire à peu près cette taille-là, mais qui est agrandie et mise verticalement, un peu comme une figure en pied. Et alors ça m'intéressait parce que l'espace représenté, comme l'a dit Clara, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'ouvriers dans le tableau, c'est juste l'espace, il n'y a personne, il y a une absence, quoi. Et de l'autre côté, il y a tous ces dessins. Et ces dessins sont faits par plusieurs personnes. Donc du coup, il y a une espèce de présence d'un collectif à travers des dessins. Et il y a une absence de représentation humaine. Comment dire oui, voilà, de l'autre côté. Et en fait, c'est un tableau qui est assez... c'est pour ça que je l'ai mis au début. Parce que c'est un tableau que j'ai fait, voilà, j'étais assez jeune, quoi, en me posant plein de questions. Mais le truc qui m'est apparu en réfléchissant à ce tableau, mais assez vite en fait, c'est que c'était complètement une espèce de clash, une espèce de diptyque, une espèce de montage assez brutal de deux choses en réalité, qui était d'un côté à travers les machines, la peinture et le fait de représenter très fidèlement, très photographiquement l'espace, quelque chose qui soumettait le geste de peinture à la représentation d'un sujet, quoi, donc qui faisait travailler le geste de peinture quelque part. Et en même temps, c'est un lieu d'exploitation, donc c'est un lieu dans lequel les gestes sont mesurés, doivent être exécutés à une certaine rapidité et tout ça. Donc en gros, sont pris par la machine, enfin, c'est comme ça que je le dirais. Et de l'autre côté, à travers le dessin, quelque chose qu'on fait pour soi ou qu'on fait pour les autres. Donc quelque chose qui est aussi un temps un peu dérobé à la production. Je sais pas, comme quand on est, pour prendre une situation qu'on connaît tous, je sais pas, quand on est au collège, on fait un dessin sur la table et le dessin, on le fait pour s'amuser. Il y a quelque chose d'immanent à ça immanent, je sais pas ce que ça veut dire en même temps. Mais il y a quelque chose qu'on fait pour soi, en fait, dans un dessin. Et donc, ça m'intéressait d'avoir ce montage de ces deux choses, un lieu qui est un lieu de travail et qui est un lieu qui prend du temps, qui salarise du temps, je ne sais pas si ça se dit, qui transforme du temps en argent, en fait, avec tout ce qu'on sait d'exploitation derrière. Et un geste fait pour soi, dérobé à la production, qui est un geste de dessin. Et ensuite, il y avait quelque chose de très marrant ou de très intéressant à faire picturalement. C'était aussi cette question du trompe-l'œil, de représenter une surface comme ça et de refaire des gestes
et de respecter les espaces entre les gestes et de faire vivre toute cette surface dans l'espace du tableau. Voilà, un peu pour ce premier tableau, ce que je voulais vous en dire. Alors, j'espère que ça ne va pas être trop ennuyeux, parce que je vais vraiment aller d'un tableau à l'autre, comme ça, pam, pam, pam. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, bien qu'on fera aussi un temps de discussion à la fin, si je ne suis pas trop long. Et oui, oui, oui. Le format, c'est important, merci. Ça fait, sauf que je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que ça fait 2,10 m par 2,20 m. Et c'est des formats assez grands pour tout cet ensemble de tableaux-là. Et ça a une raison, en fait, c'est que c'est à peu près le format d'un corps humain, en fait. Enfin, on ne fait pas 2,10 m, mais c'est un espace qui peut abriter un corps. Et donc, du coup, c'est pour ça. Donc, les objets qu'on voit représentés, sauf, je vous le signalerai, mais sont presque tous à échelle réelle ou naturaliste, on pourrait dire. Donc voilà. Et aussi l'autre chose que produisait très fortement ce tableau-là, c'est, mais ça vous l'avez peut-être compris, mais c'est la relation au corps en fait. C'est-à-dire que à la fois le corps est absent, mais tout ça parle d'une relation d'un corps à un espace, quoi. Voilà, voilà, voilà. Bonjour. Alors ça, j'ai pas trouvé une meilleure image de ça. Mais alors, je vais vous montrer les 3 tableaux quand même, parce que c'est plus un ensemble. Voilà. Puis, voilà. Alors ces 3 tableaux-là, c'est des espaces. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça. Ils ont été faits en gros autour de 2008-2009, enfin, juste après le tableau précédent. Et ces espaces qui s'appellent les taxiphones. Vous connaissez encore ça ou pas? Ça n'existe plus. Hein. Non, mais c'est rigolo. En gros, c'est les cafés Internet. Et il y a eu un moment où les gens n'avaient pas des téléphones comme ça. Et donc, du coup, tout ce qui était Internet se faisait sur des postes fixes. Et donc, il y avait plein de boutiques qui étaient apparues qui vendaient de l'Internet. Et aussi des cabines téléphoniques qui sont juste derrière. Là, vous en voyez 3. Là aussi, il y en a. C'est le bureau, en fait. Et puis là aussi. Donc ça, c'est Lyon, c'est Tero.com. Et ça, c'est Sonnenallee à Berlin. J'ai pas noté le nom de cette boutique-là, par contre. Et en fait, ce qui était assez... Et oui, et c'était des endroits qui étaient beaucoup fréquentés par des gens qui travaillent. Enfin, comment dire, c'est un lieu qui était un peu mix entre espace privé et espace public. C'est-à-dire qu'il y avait des conversations personnelles, des gens qui appelaient leur famille, et aussi du travail, des gens qui travaillaient sur les postes Internet. Et donc, ça m'intéressait par rapport aux usines. Et oui, j'ai oublié de dire aussi que c'était des lieux qui étaient beaucoup fréquentés par l'immigration, comme on dit, parce qu'ils vendaient des tarifs préférentiels vers tout un tas de pays. Et donc, du coup, c'était des espaces qui étaient intéressants parce qu'ils étaient déjà un peu comme une miniaturisation de la ville. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des chiffres qui sont comme des chiffres de rue. Espace privé, espace public, parce que du coup, le sol est carrelé, comme il y a beaucoup de passages. Et les différentes cabines téléphoniques sont avec des lumières plus chaudes, un peu comme des intérieurs. Certains, voilà, des portes en bois, comme des portes de maison. Il y avait aussi des dessins. Moi, donc, comme je m'intéressais beaucoup aux petits dessins qu'on fait dans les cabines, il y avait des dessins, quoi. Et aussi plein de décorations. Qui renvoie voilà, à des histoires de gens, à des parcours. Et donc, du coup, aussi, la chose qui m'intéressait là-dedans, c'est que les surfaces, et du coup, c'est un petit peu parfois exagéré en peinture, mais les traces sur les surfaces, aussi, pour moi, ça racontait la présence des corps absente. Et puis, évidemment,
en fait, les différentes cabines, c'est des lieux qui abritent le corps. Et donc, ce que je me suis rendu compte avec ces ensembles de tableaux-là, qui sont assez photographiques, hein, je discute avec votre professeur de photographie, je pense qu'il doit y reconnaître des choses, la photographie allemande, l'école de Düsseldorf et tout ça. Une des choses qui m'intéressait là-dedans, c'était... ça y est, j'ai oublié. Non, mais c'était en tout cas cette façon dont on peut raconter une histoire à travers des traces sur les matériaux. Et puis aussi que, quelque part, ça parlait encore de corps, parce que, voilà, c'est cette histoire de cabine. Et puis aussi, donc oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le corps du tableau, en fait, la figure du tableau, on pourrait dire, pour parler en termes picturaux, et ben, c'était le spectateur lui-même. C'était la personne qui regarde le tableau. Comme l'espace est à l'échelle, les portes sont à l'échelle, d'une certaine façon, la figure était la personne qui regarde, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, j'en viens très. Donc, tout ça, c'est des années de peinture, des croûtes, des trucs réussis, ou plus ou moins, quoi. La vie, quoi. Et voilà. Et on en arrive à ce tableau-là, qui résume un peu cette phase de travail-là, parce que ce que je vais vous présenter, c'est aussi l'histoire de plein de transformations. Comme a dit Clara, le travail, il a un peu évolué, et vous allez voir, de manière assez forte même. Mais vous verrez qu'il y a plein de systèmes d'écho qui se mettent en place. Donc ce tableau-là résume un peu cette série ou cet ensemble. Donc c'est simplement la grille, c'est là où j'ai mon atelier à Pantin, qui est un hangar de logistique. Et en fait, à la limite de l'enceinte du hangar, du parking, en fait, il y avait cette grille qui était remplie de broussailles. Et donc je passais tous les jours devant, tranquillou. Et un jour, ils se sont pris de l'idée de couper, en fait, de débroussailler, quoi. Et donc ça a fait une coupe claire, en fait. Et ça a fait apparaître la grille, qui avait complètement disparu sous les broussailles. Et ça fait apparaître la grille et ça mettait à nu quelque part la végétation et tout ça. Et donc du coup, ça faisait voilà, un type d'espace que j'aime représenter, très dense visuellement. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme une espèce de petit élément de toit avec une bâche dessus et une cheminée. Et en fait, il y avait des logements de gitans, des cabanes, juste derrière. Et donc, du coup, quelque chose comme une maison, quoi. Et alors, j'aimais bien ça, j'ai envie de vous montrer ça, parce que ça résumait un peu certaines problématiques du travail d'avant. Il y avait cette histoire de la grille, du mesurable, d'une chose comme ça qui... ouais, enfin, qui n'est pas ultra technologique, mais qui est quelque chose ouais, chaque carré, en fait, permet, comme une carte, comme un découpage, comme une mise au carreau en peinture, chaque carré permet de mesurer, un peu comme une mosaïque, de voir différents endroits de la broussaille. Et derrière, il y a tout l'espèce de flux vital, en fait, de la plante qui, comment dire, qui enserre cette grille, en fait. Donc, en fait, quelque part, ça parlait encore de ces histoires de machines et de corps, en fait. C'est-à-dire que les végétaux étaient comme un corps qui, du coup, engloberait cette grille industrielle, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, peinture. Ensuite, on va passer à ça. Ça, c'est un peu un moment important du travail, de retournement du travail. Donc, du coup, c'est une autre usine que j'avais visitée. Et en fait, là, j'avais... Il faut que je vous raconte un peu le truc. J'avais visité, en fait, une usine 2 fois, dans laquelle il y avait une chaîne de production au milieu, d'industrie automobile. Et en fait, je voulais faire un travail à partir de cet espace. Et
j'avais finalement décidé de faire un tableau par poste de travail. Donc j'étais toujours dans cette histoire de peinture industrielle. Et donc du coup, il y avait 9 postes de travail sur la chaîne de production. Donc on voit les bras de robots et tout ça. Et une grille aussi qui sépare, toujours cette histoire de grille. Et la grille, en fait, concrètement, elle séparait l'espace des opérateurs, l'espace de travail, et tout ce qui est robotique et tout ce qui est voilà, la machine elle-même. Et donc, du coup, comment je me suis organisé au niveau de mon visuel, ça, je vous en parlerai juste après. Thomas Roof. Et donc, j'avais fait une exposition à Châteauroux où j'avais présenté les 9 tableaux ensemble. Donc voilà, la photo est un peu toute bancale, mal éclairée, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça faisait ces 9 tableaux, ça faisait ce séquençage de la machine, en fait, à travers des points de vue humains. Donc à chaque fois, un temps qu'on passe dedans. Et devant, lapsus révélateur. Et en fait, au même moment où je faisais ces tableaux-là, donc c'était une résidence, d'ailleurs vous pouvez la tenter, hein, c'est une résidence qui est bien, qui est une résidence de peinture, et enfin pas que de peinture, mais et donc du coup bah, il y a 3 mois de production et puis ensuite une exposition à la fin. Et le truc qui est assez marrant, c'est que l'espace, c'est dans une maison bourgeoise qui a été retapée, et l'espace d'exposition a du parquet au sol et fait vraiment salle de danse, quoi. Et donc, au même moment où je préparais tout ça, j'étais en train de lire ce livre qui s'appelle Esthétique de la résistance, que peut-être tu connais, Clara, de Peter Weiss. Donc, Peter Weiss, c'est un auteur de théâtre documentaire, on dit. Mais il écrit ce roman-là sur assez longtemps, et plutôt vers la fin de sa vie, qui est une espèce d'histoire de la classe ouvrière allemande entre les années 30 et 40, quoi. Et à travers un personnage fictif. Et voilà. Mais au début du roman, il y a le roman a une ouverture qui est assez géniale, en fait, où on voit, enfin, on lit, et on a l'impression, comment dire, on tombe sur des fragments de corps, quelque chose de disloqué, quelque chose de très effrayant, avec des scènes de combat et tout ça, un truc totalement scotchant et effrayant, ouais. Et en fait, le truc qui est assez extraordinaire, c'est qu'avec sa technique littéraire, il réussit à dézoomer et on comprend en fait que cette chose terrible qu'on est en train de regarder est en fait un bas-relief et qu'on est en train de regarder un bas-relief avec les personnages qui arrivent ensuite dans le roman. En fait, au départ, on est comme si on... Je suis pas clair, mais c'est comme si on regardait de très près un bas-relief, sauf qu'avec le travail d'écriture, on a l'impression qu'on voit des jambes, on voit des bras coupés, des choses terribles comme ça, et ensuite on comprend que c'est de la pierre, et ensuite on comprend qu'on est dans un musée, et ensuite on comprend qu'on est avec le narrateur. Et ce bas-relief, par contre c'est pas une fresque, c'est ça, ce bas-relief qui regarde se trouve pas n'importe où, ça se trouve au Pergamon Museum, qui est un musée, le musée de Pergame à Berlin, qui est un musée très étrange, surdimensionné. Alors c'est un pillage pas possible, hein, parce qu'ils ont pillé... c'est l'Allemagne du 19e siècle et ils ont pillé... Je sais pas comment ça s'est fait ça d'ailleurs, si c'est acheté ou... Mais en tout cas, la ville de Pergame en Grèce, et ils ont... Ça a dû être... Non, je pense que ça a été pillé. Hein. Oui, je pense que... Bref. Alors, peut-être juste aussi, Peter Weiss, c'était un Est allemand, il venait de l'Allemagne de l'Est, peut-être que c'est important de préciser, ou l'Allemagne était... Non, Ouais. oui. Mais non, Peter Weiss, il part en Suède, en fait. Oui, mais il est originaire... Il est originaire de l'Est de l'Allemagne, mais je crois que sa famille, c'est une famille juive, et donc du coup, il s'installe en Suède, il me semble. Hein, mais en tout cas, ouais. Et donc, du coup... En fait, on va plutôt faire comme ça, c'est plus simple. Quand vous entrez dans la salle du musée, vous tombez sur cette maquette, qui est le temple à Pergame. Et ensuite, quand vous êtes dans la salle du musée, vous tombez là-dessus, qui est la reconstitution du temple. Donc, c'est gigantesque, en fait.
et ils ont refait le fronton du temple de manière artificielle et pour présenter le bas-relief et ensuite le bas-relief qui fait le tour du temple est disposé autour de la salle en fait. C'est-à-dire que je sais pas, vous voyez, c'est retourné comme un gant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, la sensation spatiale est assez étrange parce qu'on regarde une chose tout en étant englobé dans cette chose. Et, et, et c'est avec mes petits moyens ce que j'ai essayé de refaire à Châteauroux. Et donc, c'est cette même histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de corps, mais c'est des postes de travail, donc c'est des points de vue qu'on pourrait avoir en entrant devant la machine. Et cette chaîne de production qui est au centre se retrouve éclatée sur les murs. Et donc, du coup, voilà. Et alors, j'avais installé mes tableaux là, comme ça. Et puis, je rentre dormir chez moi. Et quand j'arrive le lendemain, je me suis dit, mais c'est en fait assez intéressant comme... Enfin, super, quoi. Mais je me suis dit, il y a un truc qui est frappant là-dedans, c'est que quand on entre dans l'espace, du fait que c'est 9 points de vue, on occupe spatialement la position de 9 personnes. Donc on se retrouve comme Vishnu avec les bras et tout ça, comme si on avait plein de bras en même temps, et comme si on était de manière fictive les 9 personnes qui regardent de 9 points de vue individuels. Et donc tout ça a fonctionné un peu comme une métaphore dans mon esprit. Et alors je triche un peu en disant que c'était en entrant dans l'exposition parce que j'avais déjà cette idée-là en faisant les tableaux. Et du coup je me suis mis à imaginer qu'est-ce qui se passerait si je pensais mes tableaux en sens inverse et si plutôt que de penser à une représentation réaliste qui quelque part parlerait de ces machines, qui quelque part convoque le corps, qui quelque part convoque un corps qui est pris dans le temps de la production, et etc., 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 la machine tournait métaphoriquement en sens inverse et se mettait à rendre des gestes, des morceaux de corps, et se mettait à, plutôt que de prendre du temps, à expulser du temps et expulser de l'humain. Donc, chose horrible, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, là je continue à vous présenter des vues d'exposition. Et donc du coup, j'ai fait cette peinture au fond qui s'appelle Coupure. Découpe, pas coupure, découpe. C'est un peu la même idée, mais notez bien. Toujours aussi mauvais en titre, hein. Et donc du coup, elle a été réalisée à partir d'un collage. Donc du coup, on a toujours cet élément de peinture d'après-photo en haut. Sauf que là, vous voyez, c'est comme s'il y a un effet de découpe de l'image qui fait qu'il y a plein comme de morceaux d'arlequin qui tomberaient. Alors du coup, c'est une première expérience de ça, de représentation du corps, justement. Et je pense que comme j'étais pas très à l'aise avec ça, c'est très en retenue. Et donc du coup, l'idée de passer par des figures un peu d'arlequin, de choses comme ça, de pantin en fait, en réalité, permettait de mettre à distance le corps tout en étant quand même un peu dans cette une manière de dire ce que je voulais dire, mais tout en étant un peu léger ou chaste avec la représentation du corps. Et par ailleurs aussi, l'autre chose qui m'intéressait, c'est que c'est de l'imagerie populaire en fait du 19e siècle. Et donc du coup, ça renvoyait plus ou moins à l'idée d'une chose un peu pré-industrielle. En fait, pas tout à fait, mais c'était un peu ça l'idée que j'avais. C'est-à-dire d'un monde un peu d'arlequinat, d'un monde un peu de l'enfance aussi, tout simplement de l'enfance. Qui serait tomberait un petit peu comme ça, comme des flocons de neige de la machine. Donc en gros, ça faisait une peinture assez bizarre, voilà. Et on voit aussi sur le côté en bas à gauche, droite, gauche. Et ben la découpe en fait, c'est-à-dire que la pièce un peu beige que vous voyez,
c'est un peu virtuellement comme si c'était l'endroit d'où venaient ces morceaux de corps. Donc du coup, ça faisait cette espèce d'agencement, bon, pour moi, un peu, à la fois un peu féerique, un peu monstrueux, glauque, et donc qui du coup se trouvait dans la salle du fond, un peu comme si c'était le cœur de la machine, en fait, en quelque sorte. Voilà, voilà. Je sais plus, j'avais pris plein de notes, je regarde si j'oublie pas de vous dire des trucs. Non, bon, en gros ça. Et ensuite, je sais pas où on en est au niveau du temps. Ensuite, je vais passer par cette peinture-là. Tout ça a un peu une première partie du travail, en fait. Mais en gros, l'histoire de cette exposition de Châteauroux, c'est que ça m'a permis de commencer à représenter quelque chose d'organique, quelque chose de corporel, et aussi quelque chose qui me... Ça, c'est un autre truc qui est intéressant pour ceux qui font de la peinture. C'est que ça permettait aussi d'un petit peu sortir de la représentation d'après-photo, en fait. C'est un truc bête, mais quand on commence à peindre, si on veut peindre en tout cas des choses qui ne sont pas complètement gestuelles et qui avaient à voir, parce que ça vous l'avez peut-être senti, mais l'enjeu du réalisme ou du naturalisme, ou etc., de la représentation des choses était et est toujours très important dans mon travail. Bon, ben voilà, le winner, c'est la photographie. La photographie a cette capacité, en fait, d'enregistrer toute la surface du réel exactement, et d'être un peu parfaite, quoi, là-dessus. Enfin, je dis ça, je suis pas photographe, hein, mais je dirais comme usager de la photographie. Et donc du coup, on a tendance à la copier quand on est peintre et à apprendre plein de choses en la copiant, mais elle est un peu emprisonnante. Et donc du coup, à travers ce que je vous montre, ces figures un petit peu de pantin, ces figures un peu naïves, il faut aussi les voir comme des façons d'attaquer l'image photographique et de l'attaquer. Et donc là, j'en arrive à cette peinture-là. Du coup, je ne l'ai pas fait d'après une photo de moi, parce que je n'ai pas pu accéder à l'espace. C'est pour l'usine, c'est Sochaux, c'est PSA. Et j'étais parti du coup d'une photo du journal. Je voulais y aller. En fait, j'ai pas eu accès. Et donc, je suis parti une photo toute faite. Et un petit peu comme dans la première image, il y avait cette histoire d'un corps dans la photographie. Mais quelque part, j'ai recouvert sur la photographie le corps d'un autre corps qui est cette espèce de personnage avec des grosses chaussures bleues qui est à moitié encastré dans la voiture. Et à partir de là, je me suis mis à rajouter des membres un peu très colorés, comme ça. Et donc, il y avait une espèce d'opposition. Alors ça, c'est un truc qui existe dans mon travail. C'est que de même qu'il y a des grilles assez souvent qui séparent des choses, là, on pourrait dire que c'est le cas maximum, en fait, de ça. Parce que c'est l'image elle-même photographique, donc repeinte. Hein. Donc c'est jamais oui, je suis pas clair, mais c'est jamais du collage. Hein. C'est toujours de la photo repeinte, quoi. Et donc là, l'effet de séparation, il est très fort parce que la peinture de la voiture, en fait, le tableau est grand, oui, aussi. Il fait 2,40 m de long par 2 m de haut. Donc c'est pas la taille d'une voiture, mais ça commence à y ressembler. Donc on a une sensation comme ça de voir une grosse bagnole en train d'être montée au milieu du tableau. Et par-dessus, il y a des plans en aplat blanc qui sont peints comme ça de couleurs assez criardes et qui seraient comme des gens qui seraient en train de travailler sur la voiture. Mais vous voyez, c'est à la fois un peu le cirque, ils sont un peu décomposés. Et c'est comme si ceux qui assemblaient la voiture étaient désassemblés, quoi. Et il y a cette espèce d'énorme œil aussi qui est comme un œil de vidéosurveillance, comme si c'était l'œil du patron qui regardait, qui surveillait un peu, tout ça, un truc un peu Tex Avery, un peu bizarre, un peu dessin animé. Et voilà. Et si ça m'intéresse... Bon, ça, c'est un peu dans le... Je sais pas si c'est si important à dire que ça, mais il y avait aussi un truc un peu...
comme un peu politique derrière ou je sais pas quoi. Mais il y avait cette espèce d'histoire aussi des usines robotiques en fait. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, d'usines qui seraient comme des. En fait, ça marche pas vraiment d'ailleurs parce qu'il y a plein de sous-traitants derrière, mais qui seraient avec que des robots à l'intérieur, quoi. Et donc du coup, je crois qu'il y avait une usine Adidas qui avait été ouverte en Allemagne comme ça. Et donc du coup, il n'y a pas d'humains dedans, c'est que des robots qui font des trucs de robots entre eux. Et en fait, du coup, il y a un côté un peu gag par rapport à ça. C'est-à-dire que ces morceaux de corps qui sont peints voilà, de manière presque un peu expressionniste, sont en pièces détachées, alors que l'image derrière a l'air d'être très homogène. Et c'est un peu comme s'ils allaient tomber du tableau, en fait. C'est un peu comme si c'était très en surface et ça pouvait se casser la gueule. En fait, du coup, il y a plusieurs enjeux un peu mélangés. Il y a à la fois cette histoire de la photographie et du geste du peintre, voilà, comment ça communique, tout ça. Et il y a aussi cette histoire un peu de la machine, des robots et tout ça, et puis du corps en excès, quoi. Je le dirais comme ça. C'est une peinture sur le geste et le corps en excès. Et tout ça et passe en rapport avec le premier tableau dont je vous parlais, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi cette histoire du graffiti qui revient. C'est-à-dire, c'est comme si on avait fait un graffiti sur la belle image de la production, quoi. Je me l'étais dit comme ça. Et aussi l'expérience enfin, ce dont je fais l'expérience en faisant ce tableau-là, c'est aussi parce que c'est très grand et peut-être la situation elle est intéressante parce que, à vrai dire, on doit pas être loin de l'échelle du tableau réel sur la projection. Et en fait, ces gestes qui sont un petit peu comme des gestes de graffiti ou de dessin à la surface d'une image, comme ils deviennent très grands, on se met à avoir une relation un peu corporelle avec eux, en fait. C'est-à-dire ça devient vraiment un peu comme une exagération de l'échelle du corps. Et alors j'aimais bien parce que, enfin ça m'intéressait quoi, parce que du coup ça parlait d'une chose en excès et ça parlait aussi d'une chose exagérée, un peu grotesque en fait. Il y avait un peu une idée d'un quelque chose de grotesque, je pense, dans ce tableau. Et donc ça, je l'ai présenté en 2019 dans un lieu qui s'appelle Lieu commun, qui est un art run space. Et je dis ça parce qu'il y avait... Donc là, j'en ai présenté qu'un seul, parce que je me disais que je vous présentais trop de trucs. Mais il y avait plusieurs tableaux faits sur ce mode-là. Donc en fait, plusieurs tableaux qui étaient techniquement assez proches de ce rendu-là. Et donc, on retrouve aussi cette histoire des fragments de corps, comme je vous disais, dans le musée de Pergame, le Pergamon Museum. On a pareil, comme s'il y avait ce fond pierreux, ça serait la représentation de l'usine qui est dans des couleurs assez sobres, assez ternes, il y a peu de couleurs dedans. Et dessus, une écriture fragmentaire qui glisserait à la surface comme ça et qui passerait d'un tableau à l'autre, qui serait comme des corps en lutte, qui se débattraient avec cet espace-là, quoi. Donc voilà. Et si on voit que je galère un peu à un truc, c'est qu'avec les ombres très noires là qui sont sous les corps, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'intégrer le tout. C'est-à-dire, c'est dans l'ombre que se joue l'articulation des deux éléments, mais c'est pas encore tout à fait ce que je veux faire. Ensuite, j'obtiens, donc je vais à Chicago, comme Clara disait, et en fait, j'obtiens une bourse du CNAP pour aller étudier la peinture africaine-américaine, mais pas tout en fait, mais précisément les choses autour de la représentation de la société américaine par les peintres africains-américains, donc des gens comme Jacob Lawrence, Aaron Douglas, Kerry James Marshall plus récemment. Et donc du coup j'y vais. Et c'est en 2019. Et c'est un moment un peu particulier aux États-Unis, même si c'est pas peut-être un peu toujours un moment particulier là-bas. Mais en gros, c'est en plein moment Trump. Donc du coup, c'est aussi un moment où il y a des tensions dans la société. Et c'était quand même vraiment visible là-bas. Enfin, c'est-à-dire qu'on sentait que le climat était un peu bizarre. Et donc du coup, je fais surtout des dessins là-bas.
Et à la fin, je fais une expo, pareil, enfin pas une expo, c'est une ouverture d'atelier. Et du coup, voilà. Et j'ai une pièce qui est du coup pas montrée, censurée. Et donc du coup, voilà. Et je vais revenir là-dessus. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Et donc, ça va vous... C'est parfois quand on parle tout seul, on a l'impression de ne pas être clair du tout et de rentrer dans sa tête. Donc, du coup, retour des États-Unis, je fais cette peinture-là. Et le visuel est super sombre. Vous réussissez à voir ou pas? Ouais. Donc, en fait, ça, c'est un tableau que je fais immédiatement en rentrant des États-Unis. Et c'est assez différent, hein. Si on revient, tac, tac. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ben, voilà, le moment aux États-Unis, ça m'a complètement chamboulé mon travail. Et je me suis aussi rendu compte que, comment dire, que ces histoires de collage et de construction des images par fragments, c'était un petit peu, comment dire, comme si tout était une citation en fait dans le travail. C'est que comme si toutes les choses que je peignais avaient déjà existé par ailleurs avant et que c'était juste un collage. Et donc, en gros, pourquoi ça serait pas une photographie avec des choses collées dessus, quoi. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fonctionne autrement. Et c'est un moment où je me suis beaucoup mis à travailler à partir de carnets, en fait, aussi à dessin. C'est-à-dire que du coup, je faisais des petits carnets et je réfléchissais sur des choses. Et donc, du coup, je me suis mis à repenser complètement l'organisation du travail, c'est-à-dire à pas copier une image, mais à d'abord faire un dessin avec une intuition de quelque chose et à ensuite amener du réalisme à l'intérieur. Et c'est la scène que vous voyez donc n'a jamais existé. Mais par contre, l'intérieur existe. C'est un endroit où je vivais à Chicago, qui était dans le South Side. Alors, la ville de Chicago est très étrange parce qu'elle est très ségrégée et de manière franchement claire. Enfin, c'est-à-dire qu'au milieu de la ville, il y a un endroit où il y a la ville afro-américaine, quoi, africaine-américaine, comme on dit aujourd'hui. Et au nord, il y a les populations européennes, irlandaises et polonaises. Et au milieu, il y a les populations mexicaines. Et puis ensuite, il y a plein de gens, évidemment, c'est une vraie ville. Mais ça a ce côté très ségrégué, quoi, c'est le mot. C'est-à-dire, du coup, c'est par... Enfin, oui, voilà, il y a pas de... Pas tant que ça de mélange. Et donc, moi, du coup, j'ai habité dans le South Side. Et il y avait cet intérêt. Enfin, du coup, j'étais dans un Airbnb parce que c'était pas cher. Et dans le salon, il y avait des grandes fenêtres américaines et il y avait un arbre qui était super proche de la fenêtre. Hein, c'est bête, hein, mais donc du coup, il y avait cet arbre et quand il y avait du vent, il faisait ouh comme un fantôme. Et du coup, ça donnait un côté assez surnaturel à cet intérieur. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça serait intéressant que... Enfin, j'ai vu le canapé, en fait, et je me suis dit, j'ai vu des gens à l'intérieur du canapé. Alors, j'ai pas de vision, hein, mais projection mentale. Et du coup, j'ai fait un dessin. Et ensuite, j'ai fait des pauses photographiques avec des gens et puis moi aussi, mais à chaque fois c'était séparé en fait. Et j'ai commencé à construire ma scène. Donc ce que j'essaye de faire sentir avec cette description là, c'est que c'est finalement un collage en fait au fond, mais c'est un collage fait avec comment dire, un peu fait en plusieurs temps et fait avec du dessin en fait aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que il y a des poses photographiques et il y a ensuite un travail de dessin qui retisse tout ça. Et qui sait compter? Il y a un truc bizarre dans l'image. Vous êtes perspicace. Et donc
Non, c'est un truc assez marrant, c'est-à-dire que oui, en fait, c'est au départ complètement une erreur de dessin, une grosse erreur. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas corrigible. Et donc, du coup, j'ai décidé de garder une jambe en trop. Et ça m'intéressait bien parce que ça signait, en fait, ça manifestait le caractère faussement naturaliste de ce tableau. Et en même temps, ça me permettait aussi de construire ma scène très différemment. Et un petit peu comme si les corps étaient la poursuite de l'arbre dans la pièce, quoi. Peut-être cette sensation-là, comme si c'était des sortes de racines qui entraient entre intérieur et extérieur. Et voilà. Et puis il y a aussi le fait que du coup les corps deviennent beaucoup plus présents que quand c'était ces systèmes de collage. C'est-à-dire c'est pas simplement une mention possible d'un corps, ça devient des vrais corps qui ont une espèce de pesanteur. Moi je sais quand les peignants, j'avais une idée qu'ils soient lourds comme des sacs de sable. Et de même, enfin, il y a plein de petits trucs que vous pouvez un petit peu voir en regardant l'image, même si elle est super sombre. Mais il y a aussi une exagération en fait des proportions du corps qui font que par exemple le personnage au centre, les deux jambes sont beaucoup trop écartées. Donc c'est comme si il avait une jambe qui partait de l'autre côté, quoi, et que du coup le corps était quasiment mangé par le canapé. Voilà. Voilà. Allez-y. Non, je vous en prie. Oui. Bah ça c'est le deuxième signe en fait qui indique la jambe en trop. Enfin bref, tout ça c'est un peu un ouais. Mais oui, complètement. Et en fait j'aimais bien aussi voilà cette espèce d'idée que c'est aussi une autre chose, c'est que le corps devient l'architecture du tableau en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte sur le tard, c'est-à-dire qu'avant, l'architecture était dominée par l'image et photographique. Et de plus en plus, c'est le corps qui devient l'architecture de ce qu'on regarde. Donc c'est aussi une façon, toutes ces déformations, ça fonctionne sur ce truc de signifier la dimension construite de l'image et de signifier aussi la dimension architecturale du corps, quoi, comme une espèce de première maison dans laquelle on habite, mais qu'on ne peut pas vraiment quitter. Voilà. Et... Et c'est aussi des corps au repos. Si ça, c'était important de le dire. C'est-à-dire que j'avais beaucoup peint des espaces industriels, même à Chicago, quoi. Et donc il y avait beaucoup cette histoire dans mon travail de représentation du corps au travail, d'essayer de trouver des moyens de ça, quoi. Ce qui est une vieille histoire hein, depuis Courbet. Et là, c'est la première fois que je représentais des corps qui sont, comment dire, ensemble, mais qui sont au repos en fait, que je sais pas, comme un dimanche. Et c'était important pour moi. Donc voilà. Et ensuite, à partir de là, ça continue à se déplacer vers des choses assez étranges. Ensuite, je fais cette peinture-là. Donc je fais cette peinture-là, qui est un petit peu une peinture de transition, qui est en fait une reprise du dessin que j'avais fait à Chicago, qui avait été censuré. Et en fait, qui est un tableau bizarre. Hein, donc je sais. Donc en fait, je vous raconte l'histoire. Donc et j'avais fait un dessin. Donc j'étais parti dans cette idée de représenter, voilà, quelque chose comme extérieur à la société nord-américaine, quoi. Et toujours avec cette histoire aussi qui se bat depuis le début du boulot de sorte de peinture d'histoire, parce que je crois que c'est ça que j'essaye de faire. Et donc du coup, comme c'était ce moment de voilà, hyper conflictuel dans la société américaine, je m'étais dit j'ai envie de faire quelque chose qui... Enfin, j'ai envie. C'est-à-dire que c'était imposé à moi une image
dérangeante, en fait, en réalité, que j'ai essayé de mettre en scène. Et je trouve ça intéressant aussi de présenter ça parce que dans une conférence, on peut avoir tendance à montrer la cohérence du travail. Là, ça m'intéresse de montrer aussi ce que ça peut avoir de chaotique. Et aussi qu'on ne travaille pas toujours avec des images qu'on aime ou qui font plaisir. Et donc ça, c'était une image difficile. Et donc, du coup, j'étais dans l'idée de représenter quelque chose de, un peu comme chez Hobbes, de la guerre de tous contre tous, de la guerre civile américaine, sachant qu'aux États-Unis, le récit de la guerre civile, il est vraiment au centre de cette société, quoi. Il y a la déclaration d'indépendance, mais il y a ensuite la guerre civile, et la guerre civile est un truc qui a été 1870 ou 71, je ne sais plus, qui a été quelque chose qui a vraiment forgé le pays moderne, quoi. Et qui est une guerre civile, enfin, donc de tous contre tous. Et donc j'avais cette image avec toutes les tensions, le racisme de Trump, les tensions dans la société américaine. J'avais cette idée de peindre quelque chose qui soit comme une scène de combat, mais de combat entre des figures qui renvoient à des personnes dans la société américaine qui sont exclues et qui sont ségrégées. Et donc, du coup, bon, voilà. Donc, j'avais fait ça de manière un peu hasardeuse, et donc ça avait été censuré. Et de retour à Paris, je me suis dit, mais j'ai peut-être fait une connerie. Et je me suis dit, en même temps, il faut que je sache un peu ce que je cherche à travers ça, ce que je cherche à représenter. Et donc, du coup, je me suis un peu bravement mis à faire une peinture à partir de ce dessin. Et donc, du coup, on retrouve en gros les questions de collage qui sont dans le travail depuis le départ. Et ces deux corps qui tiennent ensemble et qui sont a priori en train de se massacrer. Sauf que, en fait, la relation, elle est plus ambiguë qu'il y paraît. Parce que d'abord, ce corps qui est en pièces est un corps qui est complet. En fait, vous voyez en bas, il y a les deux pieds, les deux jambes, les deux bras, la tête qui est à l'envers et la main. Et il manque une main, mais la deuxième main devient les cheveux de la figure rouge. Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai essayé de faire dans ce tableau-là, qui est qu'à partir de cette première image qui est un peu horrible, il y a un équilibre qui se met en place et une ambivalence en fait dans les figures. Donc du coup, par exemple, on peut se dire qu'on est dans une image de violence et en même temps, il y a, par exemple, au niveau des jambes, il y a deux jambes qui sont opposées, noires et blanches, et de l'autre côté, les deux jambes s'enroulent en fait. Enfin, en tout cas, il y a comme un geste qui accompagne. De même, la main qui est par-dessus devient les cheveux de l'autre figure. Du coup, il y a un rapport d'opposition et d'étreinte entre les deux figures. L'autre chose aussi, c'est que le paysage est... non, j'y viendrai après, dans le paysage. Donc voilà, en tout cas, il y avait cette histoire de scène d'affrontement et en même temps d'étreinte. Ça, c'était important. Il y a ensuite le fait que les corps contiennent différentes qualités. C'est-à-dire que, par exemple, la figure rouge... Donc oui, je voulais vous montrer ça parce que je suis parti d'un dessin qui est un dessin d'un artiste amérindien. Alors, artiste, c'est un dessin du 19e siècle. Du coup, je ne pensais pas à la question de savoir si c'est artiste, parce que c'est un statut finalement européen, ça. Mais, enfin, si, c'est un artiste, mais pas un artiste au sens art contemporain. Mais c'est quelqu'un qui s'appelle Mato Topé, qui était un chef médan.
et donc qui est une tribu, un Indien des Grandes Plaines, Cheyenne, si je me rappelle bien. Et j'avais vu ça dans un musée, le Smithsonian Museum. Et donc j'étais tombé sur ce dessin-là, et c'est un peu la source, hein, je vous le montre par honnêteté. Et aussi parce que je le trouve hyper intéressant, ce dessin. Enfin, très... voilà, enfin, c'est dur à expliquer, mais la position des jambes, la composition, l'ordre, il y a quelque chose qui m'a intéressé dedans. Et donc c'est cette figure-là que j'ai reprise en la transformant. Donc je pense que c'est ça qui a fait problème, hein, c'est l'histoire d'ailleurs d'appropriation culturelle. Et donc du coup c'est repris, sauf que vous voyez les pieds deviennent des pieds européens. Donc du coup c'est peut-être aussi une façon de, voilà, de montrer cette citation dans le travail. Et de même la figure noire, elle est plein de choses à la fois. C'est-à-dire les masculines et féminines, par exemple. Le visage a quelque chose d'un visage robotique. Et donc tout ce que je cherchais de manière un peu maladroite là-dedans, c'était une espèce d'articulation d'un réseau de relations entre les deux figures, quoi. Et l'autre chose aussi, je suis bête de ne pas en parler, c'est le rapport à Goya, en fait. Est-ce que vous voyez un petit peu les peintures de Goya de l'époque en gros, c'est ce qui s'appelle la collection, je crois, du marquis de Romana, mais c'est toutes les peintures d'asile et de bandits et de choses comme ça, qui sont des représentations en fait de violence, en fait, de scènes de guerre, de scènes de crime, de choses comme ça. Mais le truc qui est très particulier chez Goya, c'est qu'elles sont placées dans des espaces sauvages. Enfin, c'est des cavernes, des endroits déshumanisés mais naturels. Enfin, et il y a une lumière presque un peu irénique qui tombe du ciel, une espèce de lumière comme ça, très belle, très douce, très étrange aussi, parce qu'on a une scène une représentation un peu de la violence humaine, mais qui est prise dans une nature qui, au contraire, a l'air de totalement ignorer la scène. Et alors, ça, c'est un truc qui m'a touché. Et je pense que j'ai essayé de faire ça dans le paysage. Et donc, c'est pour ça que je voulais finir par le paysage. C'est que j'étais un peu empêtré dans cette image, en fait, cette peinture. En même temps qu'il bougeait plein de choses par rapport à la pratique, et qui essayait d'articuler plein de choses. Et finalement, c'est cette surface d'herbe en bas et ce paysage complètement aérien qui commence à devenir la vraie, je pense en tout cas, la zone la plus apaisée, la zone la plus libre du tableau, en fait, en quelque sorte. Et du coup, ça a fait un peu pour la deuxième fois exister cette chose d'une représentation de la nature, en tout cas, qui fonctionne comme une ouverture par rapport à ce qui est figuré. Voilà. Et la petite maison. La petite maison, oui, un peu Malevitch. Casimir. Ouais, la petite maison. En fait, c'est un souvenir du premier dessin. Dans le premier dessin, c'était une banlieue pavillonnaire de Détroit. Et en fait, j'ai complètement fait disparaître la ville parce que c'était trop anecdotique. Et par contre, j'ai gardé la maison qui est un peu extrudée, un peu verticale, comme ça, comme s'il s'agissait d'une espèce de... Ouais, je sais pas, de tête aussi. Hein. C'est un peu encore une tête. Et c'est un peu posé dans le paysage comme une idée de maison soit abandonnée, soit en tout cas comme quelque chose qui a à voir avec le fait que c'est un paysage avec des humains dedans, mais que c'est un peu en train de disparaître, quoi. En tout cas, ça participait du dépeuplement de l'espace autour, en fait. Une espèce de maison vide, maison tête aussi. Hein. Bon, après ça, j'explique des trucs, hein, mais c'est aussi... à regarder, je veux dire, dans le sens où je dis moi les raisons qui m'ont fait faire les choses, mais sentez-vous libre. Donc voilà, le dessin de Matotopé. Et ça, c'est une autre peinture. Alors, j'ai que retrouvé cette version-là. C'est aussi un peu sur ce truc d'expérience américaine bizarre. C'est une étude. Alors, j'ai un peu mis ça à la fois parce que j'avais pas le visuel de la peinture finale et ensuite parce que ça m'intéressait aussi de vous montrer
un peu comment je bosse. Donc, à partir du moment où j'ai pu les collages photographiques, ou les petites images et tout ça, je me suis mis à faire des petites études, mais très rapidement faites, dans lequel en fait, je fonctionne maintenant en 3 étapes, en gros, quoi. D'abord, un petit dessin de carnet, où je réfléchis pas trop à ce que je fais. Ensuite, une étude ou quelque chose comme ça, où je mets en place ce que je veux faire, ou un dessin un peu plus poussé, on va dire. Et puis ensuite, une peinture. Et donc là, j'étais parti donc de cette espèce pareil, hein, nommons les choses, d'ambiance un peu populiste. Donc les draps blancs, ça renvoie au Ku Klux Klan, à tout ça, à l'image en tout cas d'une chose un peu conspirationniste, quoi. On voit pas. Et il y a plein de choses qui se passent en dessous, en fait. Et donc ça m'a intéressé qu'il y ait quelque chose qui est plein de corps en fait sous les draps blancs, mais qu'en même temps on voit pas, qu'on ait l'air de comprendre sans comprendre. Et l'espace aussi, je sais pas si on le voit bien sur le visuel, mais il y a comme un rideau de scène avec des paillettes vertes dessus, un espèce de rideau comme ça de théâtre, et il y a un sol avec de la paille. Et c'est comme une espèce de petit dispositif de cabaret, en fait. Et donc, ça m'intéressait aussi de faire quelque chose qui ressemble à une représentation théâtrale. Alors, j'avais fait du chemin depuis effectivement le début du travail, où c'était la question du réalisme, de l'usine et tout ça, donc une chose a priori anti-théâtrale. Et là où ça fonctionne un petit peu comme une scène. Donc, voilà. Euh... Non, 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 c'est de l'huile. C'est de l'huile. Mais c'est vraiment un petit tableau comme ça. Et après ça, le grand tableau, il est plus abouti, mais je trouve que les deux existent en fait. Et là, c'était un peu pour montrer une esquisse aussi, pour changer un peu, parce que je veux dire, les images, les photographies de grande peinture, elles ont toujours un peu la même qualité de photographie de grande peinture. Je sais pas comment dire, les gestes, ils font la même taille dessus. Et donc là, ça montre un peu aussi plus de détails, quoi, plus de... Non, en fait, ça dépend du degré de problème que me pose l'image. Comme vous l'avez peut-être senti, je travaille beaucoup par rapport à des choses, parfois aussi qui me font un peu horreur ou qui me semblent compliquées. Et pour moi, la peinture, ça me permet de fixer les choses, en fait. Donc, parfois, quand c'est très compliqué, ça prend très longtemps et je fais plusieurs études. Et parfois, quand c'est très simple, c'est fait en une fois. Par exemple, la peinture d'avant, là, celle-là, j'ai passé genre 6 mois à la faire et il y a 10 dessins, plusieurs études et tout ça. Où à chaque fois, je cherchais le truc et c'était pas exactement réglé. Ça s'est fait en une fois. Voilà. Et donc, c'est aussi pour dire un peu ce que vous avez sous les yeux. C'est normal que ça soit un peu déplaisant, hein. Ça joue sur un truc je pense, d'effroi et de montrer quelque chose là pour le coup, d'un peu... je dis pas qu'il y a un sujet précis, mais une espèce de violence, ouais, dans ces tableaux-là, quoi. Latente. On m'en a parlé, mais je l'ai pas vu. Mais ce truc où les gens sont cousus les uns dans les autres, on m'a raconté ça, mais je ne l'ai pas vu, ce film, ouais. Faut que je le voie, mais... Bon, je vous montre la suite. Je sais pas où on en est au niveau du temps, ça va ou vous vous ennuyez ou ça va? Vous avez pas le droit de dire si vous vous ennuyez. Euh, Voilà, ensuite, les forêts. Donc, je vais vous montrer l'ensemble des forêts. Tac, ça c'est une étude. Qu'est-ce que j'ai après? Ça... Voilà, ça c'est des tableaux de forêt que j'ai fait. Alors là, en gros, on est maintenant hein, dans ce que je fais en ce moment. Donc, ouais, je vais faire comme ça. Comme les images changent,
Je me suis mis à faire des petits théâtres ensuite. Donc, je trouvais ça rigolo de vous montrer ça. Un peu Poussin faisait comme ça, paraît-il. Donc des espèces de petits théâtres dans lesquels les figures sont déplacées. Et en gros, c'est le même principe que Photoshop. C'est une petite structure en bois. Mais sauf que je le fais matériellement parce que je déteste Photoshop. Ça, rien contre cette entreprise, quoique. Mais c'est plus que je ne réussis pas à vraiment être intéressé par une image Photoshop, en fait. Donc j'ai besoin de faire les trucs matériellement en 3D pour que j'ai des idées de matière, de texture et tout ça. Le premier, c'était du Photoshop. Pour la première peinture, et ensuite hyper vite c'était à nouveau du découpage, en fait. Et à vrai dire, même tu vois, les histoires de petits graffitis, j'en ai pas trop montré comme ça, mais il y a des peintures qui sont envahies par des graffitis, et c'était des petits dessins faits dans les marges des impressions photos, et parfois je les faisais venir dedans. Donc en tout cas, comment dire, c'est comme si je crois qu'il y a une raison toute bête, hein, c'est le rapport à la main, en fait. C'est-à-dire que sur Photoshop, je perds un peu le rapport à la main, en fait. Et là, en fait, comme un tirage Photoshop, c'est que ça permet aussi de régler l'échelle des figures dans le tableau. Donc, du coup, que raconter? Si, sur ces peintures-là, ça, c'est une peinture que j'ai faite en plein confinement. On a tous des histoires de confinement à raconter. Ça c'est la mienne. Et, euh, et donc, du coup, non, mais c'est assez simple, en fait. Il y avait cette espèce d'idée d'être enfermé, de voir le printemps, une espèce de nature un peu claironnante comme ça. Et c'était un beau printemps, le printemps du confinement. Et en même temps, il y avait une ambiance complètement morbide, quoi, avec les gens qui meurent. Au début de chaque truc d'info, ils annonçaient la quantité de gens morts dans la journée. Et donc, du coup, je pense que j'étais assez impressionné par ça. Et je me suis mis à agencer ces figures un peu déformées dans un espace de forêt. Et, euh, et donc, du coup, un peu comme dans d'autres tableaux, il y a un effet de collage, quoi. Il y a un effet de composition des figures. Il faut aussi dire, alors si ça c'est intéressant peut-être, c'est que le fait de travailler chacun des petites figures en papier est, comment dire, fait de fragments de corps qu'ensuite je colle à la glu. Et en fait, ça permet d'éviter d'être dans la morphologie au sens un peu classique du terme. Et donc du coup voilà, de trouver comme ça une morphologie un peu étrange. Si, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce que je me suis rendu compte avec ces types de déformations, c'est que ça fonctionnait aussi, enfin, en fait, c'est un maniérisme, c'est-à-dire que ça fonctionnait un petit peu comme une exagération de certaines choses. Par exemple, quand on est devant ce tableau, il y a une impression de lenteur, comme si on était face à une cérémonie ou quelque chose comme ça. Et ça vient sûrement de l'exagération des bras. Et donc, du coup, avec ces peintures-là, j'ai découvert une espèce de... Mais je pense qu'il y a ça aussi, d'ailleurs, dans l'exposition d'Olivier, qui doit être quelque part. C'est-à-dire la façon dont exagérer la morphologie est aussi une façon de faire passer des sentiments, en fait, dans une représentation du corps. Voilà. Je ne sais pas s'il serait d'accord, Olivier, mais je me sers de... Il est en cours, oui, il est là. Et voilà, donc deuxième peinture, un peu dans la même histoire, hein, faite au même moment. C'est bientôt fini, hein, je vous rassure. Là, une vue d'échelle à l'échelle des tableaux, quoi. Et ça, un ensemble de petits tableaux, c'est des tableaux qui font cette taille-là. Et en fait, c'est des têtes, enfin, c'est des corps. Vous dites quoi? Ah, bah c'est gentil. Bah merci.
Donc je vous montre en fait, voilà, je vous montre l'ensemble de ces tableaux-là. Et je vous remontre cette peinture-là. Et je vais faire comme à la météo. Et en fait, tous ces fragments de corps, en fait, j'en ai fait plein ensuite de têtes dans l'herbe ou de corps qui ont des rapports à l'herbe. Et ça vient de l'angle de ce tableau-là. Et ensuite, ça a donné lieu donc à cette série. Et ce que je voulais simplement vous raconter là-dessus, c'est que, un peu comme je vous parlais de l'herbe dans le tableau là, américain, en fait, je me suis dit, j'avais de plus en plus envie de peindre des tableaux qui étaient un peu fantasmatiques, comme tu disais au début, comme des rêveries. Et je me suis dit quelle est un peu la première situation de rêverie. Et c'est quand on... Mais depuis la préhistoire, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont mis leur tête dans l'herbe et qui ont commencé à rêver en regardant le ciel, quoi. Et donc, du coup, ça a donné un peu ce coin de tableau, c'est-à-dire cette tête qui est retournée de façon un peu morbide dans l'herbe. En gros, dans tout cet ensemble de petits tableaux, je les ai retournés vers le ciel. Et j'ai fait des tableaux où les figures, en gros, sont posées contre le sol et sont soit en relation, là c'est deux corps par exemple ensemble, soit seuls, et sont dans une situation un peu de rêverie, comme dans un temps de pause ou dans un temps de... Voilà, pour soi. Et, euh, et le truc, peut-être pas sur... Et oui, et ça joue avec le paysage, c'est-à-dire que du coup les représentations de corps sont un petit peu... comment dire, refaçonné, déformé, de manière à donner comme une idée de montagne, comme une idée de, mais aussi de respiration. Enfin, ça joue sur plein d'aspects. J'analyse pas trop, mais plein de choses qu'on à voir avec peut-être un peu le truc de fait d'être humain, je sais pas quoi, sur Terre ou un truc dans le genre. Et blabla. Mais c'est pas facile hein, de parler des peintures. Euh, donc ensuite, c'est juste des structures. Mais on retrouve du corps architecture aussi. Ça, c'est pas grand. Ça fait 62 par 65. Et alors, c'est important parce que je suis en train d'essayer d'en faire un en grand et je sens déjà que ça va foirer. Et mais vraiment, et sans chichi. Et en fait, c'est parce que je me rends compte que moi, je suis juste quand les choses sont en gros à l'échelle. C'est-à-dire que c'est marrant parce que le fait que tu me poses la question, ça marche parce que beaucoup de gens qui les ont vus en photo pensaient que c'était grand. Et aussi parce que je fais des grands tableaux d'habitude. Et j'aime bien l'idée que ça a l'air d'être grand dans un truc petit, en fait. Que ce soit du grand dans du petit. Et en fait, il y a des jeux... mais si ça, je peux te dire du coup ce que je voulais dire sur celle-là, par exemple. Presque carré, mais pas tout à fait. Ou c'était déjà, t'avais un lot 62 par 65. Non, ça c'est l'usine. Non, mais le carré, c'est intéressant parce que le carré, c'est un espace dans lequel on est très vite enfermé. Et bon, après ça, c'est des histoires de... Je pense que Clément, il est complètement dans une autre histoire là-dessus. Mais moi, ça m'intéresse de partir un peu avec cette histoire du bas-relief, de la photographie, de partir d'une chose très fermée. Donc le carré me va bien parce que c'est une forme très fermée, un peu comme un caillou quoi, en peinture, et très dur, compact. Et ça m'intéresse de savoir comment je peux y inscrire un corps, comment je peux y inscrire une échelle, comment je peux y inscrire une direction, tout simplement. Et donc là-dessus, ça me passionne, le carré. Moment carré. Et, et donc oui, du coup, c'est presque à l'échelle du corps, mais il y a un léger agrandissement, en fait, mais qui est ténu. Et qui fait que ça aussi, ça fait partie des trucs que je découvre un peu. C'est-à-dire que le léger agrandissement, ça fonctionne comme un truc qui crée de l'intimité avec la figure. Mais si c'est trop grand, ça va créer un truc débile. Enfin, ça va créer un truc monumental, exagéré. Et donc, du coup, c'est un petit jeu sur une légère amplification, comme si on était un peu trop près de la personne. Et l'autre truc qui m'intéresse dans ces figures dans l'herbe, c'est que
c'est quasiment toujours des figures couchées. Et je me suis rendu compte que, comment dire, quand on représente quelqu'un comme je suis et comme vous êtes, verticalement, je sais pas, on a tout de suite un rapport de... faut soit verbaliser l'échange, soit il va y avoir quelque chose de bizarre qui va se passer, quoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette personne me regarde? Et en fait, les têtes couchées, c'est pas du tout le même rapport. Les têtes couchées, on a un rapport de... on est avec elles, en fait. C'est un truc assez marrant, c'est presque comme s'il fallait prendre soin d'elles, parce qu'elles sont couchées, elles dorment, toutes ces figures où elles sont... on est à la fois très proches et on n'est pas dans un rapport d'altérité avec elles. Et ça, c'est intéressant, enfin pour moi en tout cas. Ça m'a... Et voilà, on arrive presque à la fin. Je vous ai mis un baiser. Où on retrouve ce truc de structure, en fait, d'architecture. Ça, c'est un peu un gag. Je sais pas si vous voyez. Bon, je vous laisse. Et puis, je crois que j'ai bientôt fini parce que je vais en arriver à la dernière peinture. Ouais. Ouais, il y a du couteau. De la spatule même. Carrément de la spatule. Ouais. Non, en fait, bah, alors oui, moi, j'étais hyper marqué. Et puis, j'adore Courbet. Et la présence, en fait, des choses dans les tableaux de Courbet. Je trouve que c'est à la fois très ample et en même temps très, très doux. Et donc, du coup, bah, le couteau, enfin, c'est pas systématique, il y a du pinceau et du couteau, mais le couteau marche bien avec cette espèce d'idée de donner une certaine dimension sculpturale au corps, en fait, tout simplement. C'est pas du tout un registre de peinture, je sais pas, comme chez Ingres ou quelque chose comme ça, une espèce d'histoire de fluidité, c'est beaucoup plus une histoire de masse, en fait. Et donc, le couteau permet ça. Donc voilà, je vous montre cette peinture-là aussi, qui est encore une forêt, donc c'est un peu dans la même ambiance que les autres. Là, pour faire un petit pas de côté, vous pouvez penser à Brice Marden, par exemple. Vous voyez, le peintre abstrait Brice Marden, où c'est des coups de pinceau comme ça, jaune. En fait, ça fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que tous les corps sont en contact. Donc du coup, ça fait presque comme une espèce de petite tête de mort, là, ou je sais pas quoi, ou un visage, un masque. Donc tous les corps sont connectés les uns aux autres. Et en même temps, il y a plein d'histoires, en fait, je sais pas comment dire, plein de moments où à certains endroits, par exemple, si on pense aux deux mains qui se joignent en bas, ça a une question d'attachement, de lien. En même temps, les espèces de grands corps au-dessus ont l'air de déplacer les figures. Donc peut-être que les figures sont mortes. Enfin, une espèce de jeu comme ça, où on ne sait pas très bien ce qu'on regarde, en fait. Et donc ça, c'est un rapport à une espèce de maniérisme. Voilà. Et je vous montre la dernière peinture qui fait un peu boucle, qui est de l'été dernier. Qui est... Hop, non, ça c'est Noé Marchal. De la galerie Sémios qui a bien voulu faire la pause. C'est juste pour vous montrer l'échelle en fait du tableau. Donc Noé. Et le dernier tableau est celui-là. Et il est pour moi assez important. Donc c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus. C'est que donc c'est une retoucherie. C'est un magasin de retouches pour vêtements. Et c'est un magasin qui est en bas de chez moi. Donc moi j'habite à Marx-Dormois. Et en fait, ce qui m'intéressait dans le fait de vous montrer cette peinture-là, c'est que ça recoupe les premiers tableaux, en fait, les tableaux d'espace industriel. Sauf que là, les corps sont présents, en fait. Et en fait, l'air de rien, en fait, l'espace n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que j'étais dans la boutique en bas de chez moi et dans plusieurs boutiques pour demander s'ils voulaient bien que je fasse des photos de l'espace. Donc du coup, ils ont bien voulu. Et ensuite, à partir de ces informations-là, j'ai fait une espèce de maquette, quoi, en gros, en 3D. Donc c'est assez long. Et ce qui m'a permis d'agencer les objets. Et ensuite, j'ai fait appel à un modèle
donc du coup Cher Ndao, qui du coup a fait les pauses à l'atelier pour faire les corps au travail, parce que de toute façon, dans la boutique, il n'y avait évidemment pas la question de photographier les gens sur le lieu de travail. Donc c'est rejoué quelque part. Et en même temps, tout ça, comment dire, les corps qui sont présents, du coup, c'est la même personne à chaque fois. Donc ça m'intéresse, que c'est un peu comme l'histoire du canapé, c'est-à-dire que c'est pas documentaire en fait, c'est documentaire sans être documentaire. C'est-à-dire que ça parle de la façon dont on travaille dans l'espace, dans la boutique, mais en même temps, la personne qui est représentée n'est pas la personne qui travaille. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la composition est construite autour des corps. Donc c'est pas cette histoire de mettre des morceaux de corps dans une image, c'est de construire l'espace autour du corps. Donc je pense en fait que ça change énormément de choses quand on voit le tableau, parce que les figures du coup sont pas du tout ou sont pas agressées, ou comment dire, c'est beaucoup plus fluide, je pense. Et ensuite il y a une dimension de portrait dans le tableau. Et donc ça m'intéresse parce que c'est à la fois quelque chose qui raconte cette boutique au 5 rue Jean Robert, et c'est en même temps une peinture de Cher Ndao qu'il a vue et pour laquelle il a posé. Et donc du coup, ça m'intéressait de vous montrer cette peinture-là à la fin, parce que évidemment, hein, je suis conscient qu'il y a des espaces très, comment dire, très... Il y a des choses très différentes dans mon travail. Mais à un moment, ce qui va constituer un peu l'ensemble ou la cohérence du boulot, ça va être un peu cette question-là de comment essayer de réunir l'architecture et le corps, je sais pas, le portrait et la représentation du travail, les fantasmes, la réalité, tout ça, ensemble, quoi. Comment essayer de tenir ça? Et donc, c'est un tableau qui permet d'un petit peu tisser ces deux choses, ou d'essayer de commencer à tisser ces deux choses. Voilà, un peu pour ce que je voulais vous raconter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ça marche. Tu utilises quoi comme peinture pour le rendu que ça donne un peu écaillé? En fait, c'est que de la peinture à l'huile, hein. Donc tu veux des marques de tubes ou c'est possible, non, oui, huile, ok, d'accord. Donc ouais, non mais alors, du coup c'est pour savoir, mais parce que c'est pas du tout les couleurs, hein. Il y a des couleurs qui sont... Bon, allez, du coup je le dis quand même parce que j'ai envie de dire un truc à propos de ça. Il y a des tubes de peinture à l'huile pas cher, moi je les utilise, mais je sais que ça répond pas à ta question et j'y viens. Mais en fait souvent il y a des couleurs qui sont assez chères en fait dans les boutiques de magasins de peinture, mais parfois il faut les acheter parce qu'elles sont... En fait c'est le pigment qui est cher dans la peinture, et donc un tube très cher contient beaucoup de pigments. Enfin, en tout cas pour les bonnes marques. Et parfois, les tubes que tu achètes, tu tires sur la peinture et c'est tout moche, c'est tout terne, parce qu'en fait, c'est du peu de pigment, beaucoup d'huile de lin et beaucoup de charge. Donc, du coup, parfois, ça vaut le coup de mettre un peu de sous dans un tube de peinture. Donc, pour le rendu des corps, en fait, c'est ça la question pour le rendu des peintures en règle générale. En fait, je mélange... J'irais toute la partie un peu collage du travail. Ça m'a appris à pas trop être inquiet sur l'unité du tableau. En fait, ça se fait toujours à la fin. Et donc, il y a des parties qui sont très lisses, des parties qui sont très fluides, où je vais, par exemple, sur ce tableau-là, ça marche bien, les grands morceaux de tissu orange sont très doux, quoi, peints avec des petits pinceaux, de manière très dégradée, tout ça. Et par contre, la figure au premier plan, c'est posé avec un couteau ou une spatule, en tout cas pour peindre, ce qui fait que la matière est assez présente. Et
Et tout ça, ça va être des jeux en fait sur comment je veux que les choses soient définies. Donc tu vois, il y a des, je sais pas si ça répond vraiment, mais il va y avoir des gestes en tout cas que je veux être. En fait, c'est l'œil, c'est le mouvement de l'œil, c'est-à-dire que je veux parfois qu'on glisse sur la surface. Donc ça va être très lisse, très fluide, et je veux parfois qu'on s'arrête sur un visage, une épaule, un pied, parce que je pense que ça me enfin, que c'est passionnant, quoi. Et donc du coup, je mets une matière un peu différente en fait. Après ça, faut pas que ça soit trop. Enfin, c'est un jeu, quoi. Faut que ça soit un peu dosé, mais voilà. Donc il y a plein de types de gestes différents, quoi. Ok, après, du coup, la question que j'avais, c'était par rapport au corps. Pourquoi représenter des corps aussi grands et quelle est votre influence en fait par rapport à ça parce qu'en fait, ça me fait penser à un animé. Enfin, c'est l'Attaque des Titans pour ceux que On j'en en ai. a parlé, ouais. Mais voilà. J'ai pas vu non plus. Parce que, enfin, du coup, c'est les corps nus et les corps gigantesques et un peu disproportionnés. Du coup, enfin, je sais pas. Je trouve ça intéressant le rapport que vous avez avec le corps. Et je voulais savoir vos influences par rapport à ça. Bah alors c'est marrant, l'animé dont tu parles, on m'en a parlé aussi, je l'ai pas vu non plus, mais il faut que je le regarde. Mais sinon non, quand je disais un peu le mot de maniérisme, peut-être ça parle un petit peu de quelque chose. C'est un terme qui est péjoratif, mais en fait avant tout c'est un mouvement de peinture en fait, de la Renaissance tardive, quoi, on pourrait dire, de la peinture italienne. Et en fait, pour moi, je dirais que c'est de l'ordre de l'exagération de certaines choses. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'ai peut-être dit dans la conférence, c'est que le corps est une architecture dans laquelle on habite. Et en fait, je sais pas, voilà, c'est la première chose avec laquelle on est en contact avec le monde, quoi. Et donc, du coup, ça a des dimensions complètement bizarres. Enfin, ça serait un vrai sujet en soi. C'est-à-dire, à un moment, au classicisme, on met en place des normes, voilà, on voit ça dans la statuaire. Même antique, dès l'Antiquité, on met en place des normes de beauté pour ça, je suis pas historien de l'art, hein, donc j'ai sûrement des grosses bêtises, mais un idéal, en fait, une représentation idéalisée du corps qui est proportionnée et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de raison, parce que la première perception qu'on a de son corps, là, vous voyez, je vous regarde, j'ai 2 tentacules avec des araignées au bout, palottes, et c'est mes bras et mes mains, en fait. Donc ma perception du corps est complètement folle. Et vous, je vous vois un peu correctement, mais vous n'êtes pas non plus comme des statuaires antiques, je ne le suis pas non plus. Donc du coup, il y a déjà toute cette chose un petit peu étrange. Et je pense que déformer le corps, l'exagérer, tout ça, c'est une façon de le spatialiser, de le renforcer son côté architectural. Et l'autre chose à laquelle je pense, même si c'est pas du tout présent dans un tableau comme celui-là, mais ça a été présent dans d'autres tableaux que je vous ai pas montrés, c'est aussi tout le rapport qu'on peut avoir à la technologie dans le corps. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un selfie devant, je sais pas, la mer, que vous l'envoyez à quelqu'un d'autre qui est, je sais pas où, au Japon, mettons, d'un coup, vous faites voyager votre visage ou vos épaules à l'autre bout de la planète. Et enfin, je crois, moi, j'ai l'impression que quelque part, via les technologies, via l'industrie qui est derrière aussi, il y a une sorte d'éclatement de l'échelle du corps, en fait. Voilà. Je sais pas si ça répond, mais c'est une sorte d'impression que j'ai, en fait, ouais. Du coup, je suis ici. J'aimais beaucoup tes dernières peintures par rapport, comment tu montrais le corps, et c'était vraiment vraiment doux. Je trouvais, comparé à tes premières peintures qui étaient un peu plus mécaniques, je trouvais. Ouais. Et je voulais savoir si tu as trouvé un peu une libération dans le fait de peindre, de pouvoir peindre un peu des trucs beaucoup plus doux comparé à des choses qui étaient beaucoup plus mécaniques et beaucoup plus planifiées un peu, et il fallait vraiment te fier à l'image. Complètement, ouais. Ouais, complètement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression
d'être beaucoup plus... Mais en même temps, c'est intéressant parce que les premières peintures que j'ai faites, elles sont un peu âpres. Et pour le répéter encore une fois, il y a des images assez violentes, des images assez dures, un rapport un peu mécanique, coupant aux choses dans les premiers tableaux. Et c'était... Moi, j'ai jamais été très à l'aise avec mon travail et je commence à l'être. Donc du coup, sûrement le chemin, enfin disons que je sais pas comment dire, la rédemption, le chemin vers des choses un peu plus douces a dû passer par des choses un peu plus dures. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir. En fait, je suis en DNA 3 et je voudrais savoir quel est le nom de la résidence en peinture dont vous aviez parlé tout à l'heure. C'est je pourrais te le redonner par la suite, je me rappelle, à Châteauroux, hein, c'est ça? Oui, À dans le château, je sais pas. Enfin, Ouais, non, c'est pas un château, c'est une grande maison, mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu. Enfin, dans ma tête, enfin, c'était comment t'en as parlé un peu un château. J'avoue, je l'ai. Donc, du coup, la résidence, c'est la résidence. C'est l'ESSACM. En fait, c'est une prépa d'art qui est à Châteauroux, une prépa publique où ils reçoivent des artistes en résidence. Donc, c'est la galerie Marcel Duchamp. D'accord. Je crois que l'école en question, mais peut-être tu sais, Frédéric, c'est l'ESSACM, je crois, l'acronyme. C'est la prépa de Châteauroux, voilà. D'accord. Et ils ont un programme de résidence, c'est Nathalie Sécartin qui le dirige. Et ils sont très accueillants, quoi. Enfin, c'était vraiment... moi, j'y ai passé un bon moment. Pourtant, Châteauroux, c'est pas funky comme ça, mais, et ça tient beaucoup à la qualité des gens. Les gens sont vraiment bien. Et t'es un peu payé aussi. Voilà, résidence Châteauroux, tu trouveras. Et c'est une résidence qui a une bonne histoire, quoi. Il y a eu des bons artistes qui sont passés en exposition et tout ça. C'est intéressant, quoi, d'ailleurs. Ça parle de quelque chose, parce que Châteauroux n'est pas une ville où... C'est une ville C'était une ville industrielle, Châteauroux, qui a pas mal souffert, quoi, de l'industrialisation, des industrialisations. Et ce lieu d'art, il est vaillant, quoi. Il est intéressant. Un peu comme beaucoup de villes, au final, qui ont vécu l'industrie des voitures et tout, qui sont allées en déclin et qu'on a voulu redynamiser avec de nouvelles structures artistiques. Je sais pas, genre Compton aux États-Unis. Enfin, je fais pas. Non, mais j'ai fait. Anyway. C'est effectivement un classique, sauf que Châteauroux, ils sont là depuis très longtemps, en fait. Je sais pas de quand date la prépa, mais c'était là des années 60, tu vois. Donc c'est pas un truc, c'est ça qui est intéressant à Châteauroux, c'est que c'est pas quelque chose qui a été décidé par le roi Nachubodonosor de la République française qui dit on va mettre ça ici. C'est un truc qui est là depuis les années 60 et qui a une histoire particulière, en fait. D'accord. Merci. Je t'en prie. Non, c'est pas ça le nom, je crois. Oh, je sais pas, on me regardera pour ceux que ça intéresse. Bon, mais il y a plein d'autres résidences qui sont bien. Salut. Ah bah oui, c'est ça. Mais alors, du coup, ça s'appelle comment maintenant? Apparemment, c'est les ateliers œuvres d'art. Ok. Ça, je sais pas. Bah, c'est ça. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir parce que pour le début, toutes les peintures que vous nous avez montrées au début, on voit des usines, on a environnement de travail et tout ça. Et je voulais savoir si les corps que vous avez peints après, qui ont l'air très fatigués, reposés, même épuisés parfois, ça avait un rapport avec le monde du travail ou pas du tout.
Si. Mais de manière métaphorique, hein, c'est pas des portraits de gens, sauf dans cette peinture-là. C'est pour ça que c'est important pour moi. Mais il y a beaucoup de... Si, cette espèce d'idée de... je pense que ça se sent dans le travail. Après ça, ce serait un peu genre philosophique ou je sais pas quoi, ce à quoi je suis pas prêt. Mais ça m'intéresse le truc de fatigue en fait. J'ai l'impression que c'est comme si, au fond de ce que je pense, c'est comme si on en avait trop demandé aux gens en fait. Et que du coup, il y a une espèce de fatigue, mais aussi de douceur, ce que je pensais pas à 20 ans en fait, représenter ça. Et maintenant, je trouve que c'est intéressant, même politiquement parlant, c'est intéressant de montrer des choses lentes, fatiguées, reposées aussi parfois. Voilà, je pense à des trucs comme ça. En tout cas, c'est un rapport. C'est-à-dire que dans ma tête, pour te répondre plus clairement, dans ma tête, toutes les figures, sauf quand c'est complètement le délire, mais toutes les figures un peu réalistes ont un rapport avec le travail manuel. J'en profite peut-être pour moi-même poser une question, mais ce qui s'est passé à Chicago en 2019, comment le définirais-tu? S'agit-il d'un développement inéluctable, d'une bifurcation, de comment tu qualifierais ce changement qui s'opère à ce moment-là? Et est-ce que toi-même tu as été surpris de ça? Est-ce que tu as été pris par surprise par ce changement-là, ou finalement, rétrospectivement, tu le sentais venir depuis avant de le voir apparaître ou éclore lui-même? Donc, en fait, pas inéluctable dans le sens où je crois pas autre chose inéluctable comme ça dans le travail. Il y a clairement une bifurcation et je trouve ça intéressant. Voilà, peu importe que je trouve ça intéressant, mais il y a une bifurcation. Par contre, c'est un peu la pensée en escalier. Je dirais que ce que je me suis convaincu par rapport au début du travail, c'est pour ça que c'était un peu une épreuve, pas une épreuve parce que c'est rien de négatif, mais un peu un défi à la conférence de mettre tout ensemble, parce que le plus pratique serait de parler du travail depuis Chicago ou alors avant, mais de mettre les deux ensemble, c'est juste de faire sentir que la forme peut être très différente, mais il y a des lignes qui se tissent, c'est-à-dire que maintenant je comprends avec le travail actuel, ce tableau-là, par exemple, qu'un gros point du début, c'était l'impossibilité de représenter le corps. Pas savoir faire, en fait. Pas savoir faire pour que ça soit intéressant. Et que, du coup, moi, ça m'a fait... oui, voilà, le long chemin vers ça. Donc, le fait de passer d'abord par la photographie, ensuite d'amener du dessin, donc du collage, donc des gestes libres, et puis ensuite me dire mais tiens c'est marrant parce que si on dessinait en dessous avant de mettre de l'huile, on pourrait peindre tout ensemble, et puis ensuite se dire bah tiens ça fait une peinture un peu plus harmonieuse, un peu plus douce, c'est intéressant aussi, etc. Et donc du coup c'est marrant parce qu'en fait même si on reprend le début de la conversation de ce soir, elle a été vachement déconstruite la peinture en fait, et tant mieux hein, d'ailleurs. Donc du coup c'est un long chemin aussi pour la reconstruire à ma façon quoi. Hein. J'ai pas d'hégémonie, de prétention hégémonique, mais à ma façon, ouais. Et donc du coup voilà, le moment de Chicago, ça a été juste sortir de chez soi et sortir de ses habitudes. Ouais, un peu sur ce sujet-là du développement des tableaux. Ce qui est assez impressionnant, c'est ce tableau des pantins, là, des arlequins, qui est un peu presque magique, comment il arrive à la fin d'un cycle, avant un autre cycle. C'est des presses d'impression de pantins à plat. Enfin, donc il y a un côté très génératif à l'intérieur de chaque tableau. Alors c'est un peu l'effet de la conférence, hein, mais c'est assez impressionnant, presque la mécanique un peu de scénario qu'il y a dans chaque image et qui va produire d'autres choses, quoi.
Enfin, Ouais. La mécanique de la guerre du douanier Rousseau, est-ce que c'est un tableau qui t'a bouleversé? Est-ce que le douanier est quelqu'un dans ton paysage? Ouais, non mais ouais. Ayant fait un tableau comme ça, attends, surtout celui-là, je pourrais pas dire que j'ai pas lorgné à certains moments sur le douanier Rousseau. Mais ceci dit, c'est un tableau, je l'ai vu, hein, il est à Bâle d'ailleurs, non? Je sais plus. Je l'avais revu à Orsay. Ouais. Non, c'est pas la guerre qui est à Bâle. Mais bref, en tout cas, ouais, c'est un tableau clairement assez impressionnant. Après ça, c'est marrant parce que je pense que c'est... Enfin, évidemment, hein, la référence, elle est juste. Et je te dis, avec ce tableau-là, j'ai clairement regardé ça. Après ça, picturalement, je suis pas vraiment à cet endroit-là. C'est-à-dire que justement, l'harmonie, en fait, tu sais, presque un peu... En fait, il y a un côté William Blake chez le douanier Rousseau. Tu vois, il y a des lignes qui s'épousent et qui se suivent et qui sont un peu harmoniques. Et je sais que moi, j'aime régulièrement un peu que ça craque, enfin, comme si tu cassais le rêve, comme si tu avais des moments un peu de réveil au milieu d'un rêve, quoi. Et donc, du coup, les décrochements de matière et tout ça sont pas très douanier Rousseau, par contre. Et ça, c'est un peu un effet de la photographie, d'homogénéiser. Mais les matières sont parfois assez chargées, quoi. Ouais, la couleur saturée, tout ça. C'est beaucoup moins doux, par exemple, que les choses du douanier. Mais c'est génial, hein, le douanier. Et par contre, l'art brut, on dit ça à cause du buffet, mais les Américains disent art outsider, hein, c'est pas par américanisme, mais je trouve ça intéressant de dire c'est juste l'art de l'extérieur. Enfin, des gens qui sont à l'extérieur. Mais ça, j'ai beaucoup regardé de choses. Par exemple, Henri Darger, ça m'a vachement... en fait, justement, l'idée de représenter un truc très violent avec une certaine douceur, c'est Darger, moi, où j'ai été regardé à mort. Le mouvement des bras un peu saccadé. Ouais. Oui. Parce qu'il décalquait, donc du coup, tu as à la fois des corps qui sont très harmonieux et en même temps, c'est tout cassé à l'intérieur, quoi. Ça aussi, ça fait des micro-mosaïques sentimentales, quoi. Si, bien sûr. Toute l'histoire de la peinture. Hein. Maintenant, on est postmoderne, donc au moins, on a le droit de tout regarder. Ouais, ouais. Alors non, le dernier tableau, alors là du coup j'ai pas mis les images, mais le dernier tableau, il est en gros, c'est difficile à expliquer. J'avais des photographies que j'avais fait, voilà, photographie des espaces, et donc ensuite j'ai fait avec du papier découpé, clac, 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 une sorte de pièce vide. Et ensuite, j'ai déplacé... donc, c'est comme un théâtre, sauf qu'il n'y a pas tout le truc en profondeur. J'ai déplacé les choses et pour avoir le plan de table... il y a des trucs qui m'intéressent dans le fait qu'il y a un moteur pour faire marcher la machine à coudre et il se trouve au niveau de la cage thoracique du premier personnage. Donc ça parle aussi de tout un tas de choses qui étaient dans le travail avant, mais avant j'aurais fait un truc de collage un peu expressionniste, bout, et puis ça aurait été l'homme-machine. Là c'est plus doux, dans le sens où c'est juste quelqu'un qui est derrière, mais quand même on a optiquement la sensation d'une proximité entre le corps et cette machine, quoi. Et donc ensuite, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'ensuite j'ai placé les corps au dessin. Et ensuite, j'ai demandé à Cher de reprendre les positions dans le dessin, en fait. Oui. Complètement. Par exemple, tu vois, il y a un miroir au fond. Donc, en gros,
c'est une vitrine, donc la lumière se désature, tu vois. Les premières choses au premier plan, comme le tapis, sont très claires. Vers le fond, ça va vers l'ombre. Et le miroir qui réfléchit la vitrine de la boutique, il est complètement impossible. En fait, c'est-à-dire que normalement, il devrait réfléchir le mur vu l'angle dans lequel il est. Puis ça serait absurde un miroir aussi grand. Donc il est complètement là pour théâtralement accuser, enfin une espèce de coulisse. C'est un peu... allez, on y va carrément. C'est un peu un truc pseudo-Velasquez, tu vois. C'est comme un truc qui accuserait le fait qu'on est en train de regarder de l'extérieur, tu vois. Donc du coup, c'est impossible en fait. Parce que les théâtres d'objets que tu fabriques, et c'est là où vous avez c'est ça que tu regardes pour peindre ou tu le photographies? Non, je photographie. Je le photographie. C'est là que c'est une sorte de Photoshop. Ça serait romantique, mais c'est pas tout à fait ça. Non, et je le fais pas systématiquement en plus. Tu vois, le théâtre, j'en ai fait un ou deux. Je les ai fait ça pour les peintures de forêt, en fait, le théâtre. Mais je dis pas que je le referai pas. C'est comme un truc que je peux faire en plus, que j'avais pas l'idée de faire avant. Mais c'est pas systématique, c'est pas forcément nécessaire, tu vois. Alors c'est bien que les trucs, que ces trucs-là restent même si en fait j'adore ça et je pense qu'il y a du bricolage en fait derrière toute peinture ou toute œuvre d'art, en tout cas beaucoup. Mais c'est bien que ça reste du bricolage, tu vois, que ça ne devienne pas trop. Il y a l'énigme Caravage, on ne comprend pas le transfert de certaines figures parce qu'il n'y a aucun dessin préparatoire chez Caravage. Ouais, alors, ça je savais pas. N'en dites peut-être pas trop, il y aura l'énigme Proust dans un siècle ou deux, où on se dira mais comment c'est futur. Pour ça, il faut que je passe 30 ans à la cour du roi. Bon, bah voilà, merci beaucoup. Hein. Merci à tous.